Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'édition de ce soir, nous parlerons de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES qui a démarré ce matin à Cotonou. L'Agence nationale de santé primaire outille les blogueurs béninois pour la mobilisation et la sensibilisation des citoyens pour une vaste couverture de campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. La Russie était au centre des discussions aujourd'hui à Bruxelles. Nous en parlerons dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Eden TV. Je vous l'annonçais en titre, les ministres en charge de la prévoyance sociale des 17 États membres de la conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES sont à Cotonou pour prendre part aux travaux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres. Et c'est le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui a officiellement lancé ce matin à Cotonou les travaux. Compte rendu, Clémence Tonoukoin. Les travaux de la 31e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES ont démarré ce matin après 2 jours de réunion du comité des experts. La ministre béninoise du Travail et de la fonction publique, présidente en exercice du Conseil, a laissé entendre que la principale motivation de l'institution est une meilleure couverture sociale des populations contre la survenue des risques sociaux. Elle nourrit l'espoir que les résultats des travaux de la présente session vont insuffler une nouvelle dynamique au CIPRES pour le bien-être des populations. Cette session nous permettra assurément de poursuivre nos réflexions sur le devenir de la sécurité sociale dans nos pays respectifs, ainsi que sur les stratégies et les politiques à mettre en œuvre pour assurer la protection de nos populations contre les risques sociaux. Je nourris l'espoir que les résultats issus de ces assises favoriseront davantage le rayonnement de notre institution commune, la CIPRES. Représentant le chef de l'État, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale estime qu'il y a encore du chemin à faire, le taux de couverture sociale n'étant que de 10% dans la zone CIPRES. Il invite à la recherche de solutions simples pour améliorer ce taux. Notre conférence doit être en mesure de proposer des solutions simples, innovantes, qui prennent appui et inspirent les réalités socio-économiques de nos pays. Des mesures qui, in fine, doivent impacter qualitativement et quantitativement le niveau de vie du plus grand nombre dans nos pays. À cet égard, c'est le lieu de vous informer que les présentes assises se tiennent à quelques jours d'une révolution sociale fondamentale dans notre pays, ici au Bénin. En effet, après la phase expérimentale réalisée avec succès, l'assurance maladie sera rendue obligatoire dès les premiers jours de 2022 ici au Bénin. Par conséquent, je puis vous assurer que le gouvernement du Bénin scrutera avec intérêt les résultats de vos assises. Et je ne doute point que le même exercice sera fait par tous les gouvernements des pays membres. Les travaux de cette session durent une journée. Le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale des soins de santé primaire, a organisé à Cotonou une journée de formation à l'endroit des jeunes blogueurs. Cette formation a pour objectif d'outiller les participants dans le cadre de la mobilisation et de la sensibilisation des citoyens pour une vaste couverture de campagne nationale de vaccination contre la COVID-19. Compte rendu, Samson Oké. Une journée de formation à l'endroit des jeunes blogueurs dans le cadre de la campagne nationale de vaccination accélérée contre la COVID-19 décrétée par le gouvernement béninois. Une formation dont l'objectif est de profiter de la plume de ces amoureux des réseaux sociaux afin de toucher le plus grand nombre de personnes vaccinées, surtout au sein de la couche juvénile. Le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui de la mobilisation des populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser la population à se faire vacciner.
Au cours de cette formation, les participants seront outillés à travers plusieurs communications autour des stratégies mises en place par le gouvernement pour une forte couverture vaccinale. L'atelier de ce matin va vous permettre, chers blogueurs, de vous outiller. L'objectif, c'est surtout le renforcement de vos capacités. Vous avez compris en parcourant l'agenda concocté pour vous que vous allez plus vous approprier de la stratégie nationale du déploiement de la vaccination. Vous allez plus vous approprier aussi des messages clés que vous pouvez utiliser, mais que vous utilisez déjà. Démarrée depuis le 16 novembre 2021, la campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 prend fin le 15 janvier 2022. À ce jour 15 décembre, la couverture globale de vaccination avoisine les 15% sur les 40% visés par le gouvernement selon l'Agence nationale des soins de santé primaires. Les producteurs d'ananas de la commune d'Alada ont été formés sur les normes de production de l'ananas conventionnel et biologique. Débutée lundi dernier, la formation qui a duré 3 jours a pris fin hier par une activité pratique. Doka Sawangan pour le compte rendu. Relever le niveau des producteurs en matière de normes de production d'ananas biologiques et conventionnels, c'est l'objectif de cette formation. Entre les deux qualités d'ananas, il y a bien des conditions à respecter afin d'obtenir des ananas de qualité. En ce qui concerne l'ananas conventionnel, le défrichement doit respecter un certain nombre d'arbres à l'hectare, au moins 40 arbres à l'hectare. Lorsque vous finissez ce défrichement, vous procédez à l'essouchage et vous procédez aussi au labour. Lorsque vous avez les rejets, il faut veiller à ce que les rejets aient au moins 250 à 300 grammes avant d'être plantés. Si vous plantez des rejets beaucoup plus petits, à la longue, vous allez obtenir des fruits hors normes. Lorsque vous réussissez à planter vos ananas suivant deux techniques, il y a la technique de ligne jumelée et la technique de ligne simple avec des écartements à respecter. Une fois les ananas, les rejets plantés, vous conduisez les opérations, la fumure conventionnelle qui est de 280 kg à l'hectare, en 3 passages bien sûr, vous passez 3 fois, et les 280 kg à l'hectare se répartissent comme si après. De sulfate de potassium, 200 kg, il y aurait 80 kg. Pour les formateurs, les participants étaient à la hauteur de la formation qui leur a été donnée. En phase théorique, nous avons assisté à une formation où les apprenants qu'on pensait venir enseigner sont à la hauteur de la chose, de la formation. Toutes les questions qu'ils posaient et toutes les réponses parfois venaient d'eux-mêmes. Autrement dit, c'est une satisfaction totale. Les producteurs même, d'autres ont déjà des petits champs où ça se passe comme ça. Donc ils sont satisfaits, n'est-ce pas, de venir ici, constater que ce qu'ils sont en train de faire respecte les normes pour lesquelles ils sont retenus pour cette formation. Les producteurs, quant à eux, sont désormais conscients du rôle important que joue la qualité dans la compétitivité au niveau du marché international. Pour aller sur le marché, il y a les exigences. Sans les exigences, vous ne pouvez pas aller sur le marché. Donc, c'est celui qui veut manger qui détermine ce qu'il veut manger. C'est ici on trouve tout, on mange. Mais là-bas en Europe, pour ceux qui achètent le grand nombre, ont besoin des normes avant de manger. Donc nous sommes obligés en tant que producteurs de respecter les normes avant de vendre nos fruits. Le gouvernement met désormais à disposition de ses producteurs plusieurs fonds en vue de les soutenir dans la production et la commercialisation de leurs produits, annoncera le directeur départemental de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique. Ceci dans l'optique de les aider à produire des ananas de qualité qui les aideront à se hisser au rang de premiers producteurs sur le marché régional. Restons dans le même registre pour parler de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique qui a initié une séance de mise à niveau des transformateurs de l'ananas. Plusieurs entreprises ont pris part à cette rencontre d'échange de connaissances. On retrouve à nouveau Doka Sawangan pour le point.
Près d'une trentaine de transformateurs ont été sélectionnés pour ce rendez-vous de mise à niveau, initié par la Direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de l'Atlantique. Ce renforcement de capacité s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la qualité des produits dérivés de l'ananas. Ce renforcement de capacité vise à améliorer les produits mis sur le marché par ces transformateurs que vous voyez ici devant nous aujourd'hui, histoire d'améliorer leurs produits. Il y a des pratiques que nous faisons quotidiennement sans nous rendre compte de ce que ces pratiques-là sont parfois nuisibles à la qualité de nos produits et à la qualité aussi de tout ce que nous faisons. Selon le directeur départemental, son département étant le premier département producteur de l'ananas, il est impérieux de former les transformateurs de ce produit agricole sur les pratiques à adopter afin de protéger la vie des consommateurs. Nous voulons que les pratiques malsaines disparaissent de la transformation que nos braves transformateurs réalisent aujourd'hui au niveau du département de l'Atlantique. Pour un petit rappel, nous devons savoir que le département de l'Atlantique est le premier département producteur de l'ananas au Bénin pour plus de 98% de l'ananas produit chez nous au niveau national. Les transformateurs ayant participé à cette formation disent avoir pris bonne note de toutes les notions et promettent les appliquer dans leurs différentes unités de transformation. La formation nous a permis beaucoup et à nous améliorer. Donc, dès que nous serons dans nos unités de transformation, nous allons mettre ces pratiques-là dans nos activités pour pouvoir produire des jus de qualité. On nous a beaucoup appris les risques liés à notre activité et les bonnes pratiques pour pouvoir produire des jus d'ananas de qualité. On nous a appris de la propriété, de bien obtenir les choses. Dans notre société, on doit être propre. Les agents qui travaillent dans la société doivent être propres. Laver les mains, les cheveux protégés, pas de vernis sur les mains. Notons que l'ananas béninois peut donner des dérivés comme le jus d'ananas, l'alcool médical, l'alcool destiné à la consommation et l'ananas. Visite ce mardi 14 décembre 2021 du président de la République Patrice Talon sur le chantier de construction de l'hôtel Sofitel. Il est allé pour constater l'état d'avancement des travaux. Le chef de l'État pour la circonstance était accompagné des ministres José Didier Tonato et Jean-Michel Abimbola. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur, bonjour. Ça va? Tout le monde est là. Voici à quoi va ressembler l'hôtel Sofitel les mois à venir. Les travaux de construction du dit hôtel aux standards internationaux se poursuivent. Accompagné de José Didier Tonato, ministre du Cadre de vie et du Développement durable, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et des responsables de l'entreprise Souma, le chef de l'État Patrice Talon, est allé constater l'évolution du chantier. D'entrée de jeu, le président Talon a suivi une présentation sur l'évolution des travaux avant ça. Visite de la chambre de témoins qui servira de boussole pour la finition de la plupart des autres chambres de l'hôtel. Au thème de cette descente, Patrice Talon a félicité les responsables de l'entreprise Souma pour la qualité du travail. Il a également fait quelques observations en ce qui concerne la finition et le standing des chambres de l'hôtel. L'hôtel Sofitel comporte entre autres 200 chambres, des salles de réunion et de conférences, des boutiques, des piscines extérieures et bien d'autres. Le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026 a été approuvé hier en Conseil des ministres. Au nombre des réformes majeures prévues figure celle relative à la revalorisation des salaires des travailleurs. Les fonctionnaires du public comme du privé pourront bientôt pousser un ouf de soulagement. Globalement, il s'agira de consolider les acquis du quinquennat 2016-2021 et de maintenir le cap pour mieux accroître le bien-être individuel et collectif. Je vous invite à suivre ici un extrait de Wilfried Lian-Humbedi, porte-parole du gouvernement. L'adoption des dispositifs institutionnels de mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Ces dispositifs s'inscrivent dans le cadre de l'opérationnalisation de la dite réforme.
Il consiste en la création d'une commission nationale de mise en œuvre, d'un comité technique de suivi et d'un comité stratégique de supervision qui auront la charge de conduire la réforme conformément aux orientations du gouvernement. C'est pourquoi le Conseil a adopté le présent décret et instruit les ministres intéressés par le sujet de veiller à la mise en œuvre diligente des missions qui sont prescrites. Sous cette rubrique, le Conseil a également adopté les décrets portant approbation des statuts de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments et prise de participation de l'État dans le capital social de la société Benin Airlines. L'approbation du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. À la suite des diverses séances d'arbitrage organisées avec les ministères sectoriels d'une part et du séminaire gouvernemental tenu ce lundi 13 décembre 2021 d'autre part, le Conseil des ministres a approuvé le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026. Le dit programme est porté par 3 piliers que sont renforcer la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, poursuivre la transformation structurelle de l'économie et poursuivre l'amélioration du bien-être social des populations. Parmi les réformes majeures prévues, il convient de souligner celles relatives à la revalorisation des salaires des travailleurs. À cette fin, le gouvernement engagera des discussions avec les partenaires sociaux pour convenir des modalités de sa mise en œuvre. La mise en place d'une subvention de l'État au profit de la Société des aéroports du Bénin pour le financement partiel du programme de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Cotonou. L'objectif global du vaste programme de rénovation et de modernisation du dit aéroport, engagé par le gouvernement depuis 2019, est d'améliorer la capacité d'accueil et la qualité des services offerts sur l'ensemble des segments d'exploitation. Les travaux ont notamment visé le réaménagement et la modernisation du hall départ ainsi que la réfection de la piste d'atterrissage et la reconfiguration des accès routiers et parkings extérieurs. Hors du Bénin, une nouvelle flambée des cas de contamination liés à la COVID-19 touche finalement le continent africain. Une hausse portée par les variants Omicron et Delta selon l'Organisation mondiale de la santé. Les détails avec nos confrères de RT France. C'est la hausse la plus rapide enregistrée depuis le mois de mai 2020. En Afrique, le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 a augmenté de 83% cette semaine par rapport à la semaine précédente selon les données de l'OMS. Pour autant, l'Organisation mondiale de la santé recense moins de décès que lors des précédentes vagues. Le nombre de nouveaux cas double tous les 5 jours, rythme le plus rapide enregistré depuis le début de l'année. Le nombre de décès a même diminué de 19% par rapport à la semaine précédente. Une hausse des contaminations alors que le variant Omicron a été détecté dans plusieurs pays du continent africain. Le 15 décembre, le Kenya, par exemple, a annoncé avoir détecté les 3 premiers cas de ce variant sur son territoire. Même scénario au Rwanda, qui lui a fait part de 6 premiers cas. Le pays a d'ores et déjà annoncé de nouvelles restrictions. C'est donc dans ce contexte que l'OMS a tenu à rappeler aux pays riches de ne pas accaparer toutes les doses de vaccins au détriment des pays les plus pauvres. Il y a un risque que les stocks mondiaux soient une nouvelle fois redirigés vers les pays à haut revenu qui veulent accumuler les vaccins pour protéger leur population jusqu'à l'excès. La seule façon de ralentir cette maladie est de faire en sorte que toutes les personnes à risque soient vaccinées. Nous sommes en train d'oublier cela dans certains pays. Malgré ces alertes, la demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud de lever les brevets sur les vaccins est toujours au point mort. Pour cela, un vote à l'unanimité est nécessaire au niveau de l'Organisation mondiale du commerce. Mais une poignée de pays riches sont toujours réticents à la levée des brevets, comme l'Allemagne par exemple. En juin dernier, le Parlement européen s'était pourtant prononcé en faveur d'une levée temporaire des brevets. Mais depuis, rien n'a bougé. Notez que selon les dernières estimations de l'OMS, au rythme actuel, l'Afrique devra attendre 2024 pour atteindre les 70% de personnes vaccinées, un seuil considéré comme essentiel pour maîtriser la pandémie. La Russie était au centre des discussions aujourd'hui à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union européenne souhaitent relancer les négociations avec Moscou afin d'éviter une escalade des tensions à la frontière avec l'Ukraine. Hier déjà, lors du sommet européen du partenariat oriental qui réunit les pays d'Europe de l'Est, Kiev a plaidé
pour des sanctions préventives contre Moscou. Suivez. Ambiance quelque peu tendue ce mercredi à Bruxelles. Dans la capitale belge, les dirigeants de l'Union européenne ont reçu leurs homologues des pays du partenariat oriental, la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Ukraine. Kiev et ses tensions avec la Russie se sont imposées comme le sujet dominant. Soutenu par l'UE, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué la possibilité de négociations à propos du conflit qui sévit dans l'est de son pays. L'Ukraine est prête à toute forme de négociation avec la Fédération de Russie pour résoudre ce processus. Nous en parlons ouvertement et ce n'est pas la première fois. Nous avons besoin de la même volonté de la part de la Fédération de Russie pour arrêter la guerre. Une position partagée par Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour afficher une entente commune. Les trois dirigeants se sont d'ailleurs entendus pour travailler ensemble à un réengagement des négociations en format Normandie avec la Russie, selon l'Elysée. Mais si la volonté de négocier était bel et bien de mise, les dirigeants européens ont également délivré un message de fermeté. Nous appelons la Russie à désamorcer et à s'abstenir de tout nouvel acte agressif. Nous avons assuré l'Ukraine de notre soutien et de notre attachement indéfectible à sa souveraineté et à son intégrité territoriale. Et il ne doit en effet y avoir aucun doute que l'Union européenne répondra fermement à toute nouvelle agression contre l'Ukraine. Des sanctions envisagées qui nécessitent l'unanimité dans l'UE pour être adoptées et aucun dirigeant ne s'est prononcé pour des sanctions préventives. La France, l'Allemagne et l'Ukraine qui tentent de rattraper les États-Unis. Joe Biden et Vladimir Poutine semblent garder en main les rênes du dossier. Lors de leur échange mardi dernier, les deux dirigeants se sont montrés enclins à discuter. Le président russe a appelé à des négociations immédiates avec l'OTAN et les États-Unis sur les garanties à apporter à la Russie pour sa sécurité. Une liste de propositions a même été remise mercredi à la secrétaire d'État adjointe américaine chargée de l'Europe qui est attendue à Bruxelles. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Les informations se poursuivent sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonsoir chez vous.